Ben Barnier. Alors si vous n'avez pas révisé votre géographie, quand même un petit cours de rattrapage, vous voyez que le Sénégal est situé sur la côte ouest africaine, un pays qui fut une des plaques tournantes du commerce triangulaire. C'est pour ça que nous avons décidé de nous y rendre en cette journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et surtout de leur abolition. On rejoint donc Ben Barnier, on va revenir ensemble sur l'esclavagisme, sur ce passé colonial, aussi sur ces liens complexes entre la France et l'Afrique, car je sais, Ben, que vous avez fait de belles rencontres à Dakar. Exactement, avec Julien Pain, on a écumé de nombreux quartiers de Dakar et c'est exactement pour ça qu'on a voulu te présenter ces éléments ici au centre-ville, au beau milieu d'un quartier populaire. Alors on a voulu rester fidèle à ce qu'on fait à l'Instant Module, même si on est à Dakar. On a voulu donner la parole à toutes sortes de gens, à des paroles expertes, des savants, des professeurs et puis aussi on a voulu parler à des jeunes, des artistes avec toujours cette même question. 170 ans après l'abolition de l'esclavage, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Alors j'ai voulu commencer par un lieu symbolique, c'est peut-être le lieu le plus important pour la commémoration de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, c'est l'île de Gorée, plus particulièrement sa maison des esclaves. Pour te situer un petit peu tout ça, la maison des esclaves de Gorée est environ à 30 minutes en bateau de l'endroit où je me trouve. Il y a beaucoup de visiteurs, mais on a eu de la chance, on a pu y aller avant l'ouverture, en compagnie du conservateur adjoint. Je te propose de faire cette visite avec nous. Ici, vous avez les cellules des hommes. Elles font chacune 2,60 m sur 2,60 m. On mettait 15 à 20 esclaves, comme dans la plupart des prisons africaines. Elles sont surchargées. Ils étaient assis comme ceci, au sol, dos contre le mur, enchaînés là et là. Quand ils dormaient comme ça, dos contre le mur, la tête contre le mur, voyez-vous. Il y avait des enfants esclaves aussi. Oui, des enfants, oui, captifs, esclaves, bien sûr, parce que, voilà, elle est là, la cellule des enfants. C'est une étroite galerie qui va jusqu'au fond. Hein? Alors, les enfants, ils y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Les récoltes du coton, du café, du cacao, du tabac, la cueillette des fruits et des légumes, les travaux de tri, voyez-vous, certains travaux qui nécessitaient de petites mains, jusqu'au transport des produits récoltés. Ces travaux-là, les enfants les faisaient parfaitement bien. Vous êtes là devant la cellule des jeunes filles, c'est une étroite cellule. D'après le règlement intérieur, les Européens marchands d'esclaves avaient le droit de coucher avec elles. C'était un droit. Et lorsque l'on constatait la jeune fille esclave en état de grossesse, dans ce cas, elle était affranchie. Elle était mise en semi-liberté en réalité. Et cela veut dire qu'elle travaillait comme domestique dans les maisons des Européens le temps de la grossesse. Là, vous avez la cellule des récalcitrants. Ces esclaves qui se rebellaient tout le temps contre leur maître, on les mettait donc sous les escaliers pour les punir. Alors la punition, c'est l'impossibilité pour ces pauvres de pouvoir se tenir debout. Imaginez 4 à 5 esclaves à la fois dans cette petite cellule pendant au moins 21 jours. À l'origine, les esclaves n'étaient pas achetés avec de l'argent, c'était plutôt du troc. Un homme de plus de 60 kg ou une femme vierge pouvait valoir un fusil, ou un baril d'alcool, ou une couverture. Un enfant pouvait valoir un miroir ou un collier. Alors on va aller voir cette fameuse porte qui donne sur la mer, qui est appelée ici la porte du voyage sans retour. À l'approche des bateaux négriers, les esclaves étaient sortis de leurs cellules, entassés là et là, étant plus proches du lieu d'embarquement. Une fois qu'ils avaient franchi le pas de cette porte, pour ces pauvres esclaves, c'était adieu l'Afrique, c'était à jamais l'Afrique. Ils étaient embarqués dans les bateaux, transportés aux Amériques, d'où ils ne revenaient plus jamais. Alors tu le vois, cette maison, elle donne un petit peu l'idée de ce à quoi pouvait ressembler une maison qui pratiquait la traite négrière. Elle attire de nombreux visiteurs, parmi eux des Sénégalais, des Français, des Européens, des Américains et puis aussi des VIP, des personnalités politiques, notamment Barack Obama qui était encore président des États-Unis, c'était en 2013, Jean-Paul II qui était pape et puis Nelson Mandela dont on m'a dit qu'il était sorti de cette visite en pleurant. J'ai voulu demander au conservateur adjoint ce à quoi servait cette maison 170 ans après l'abolition de l'esclavage. Cette maison, elle est très importante, c'est vrai, d'autant plus que elle est aujourd'hui un lieu de mémoire, un lieu de conservation de la mémoire, c'est vrai. C'est un lieu où s'entretient la flamme de la mémoire sur la traite négrière et l'esclavage. C'est aussi un lieu de réconciliation, un lieu de pardon. Vous savez, quand le pape Jean-Paul II a demandé pardon à l'Afrique au nom de l'Église et de l'Europe, eh bien, les Africains sont unanimes, notamment l'élite africaine, à dire que
Il faut certes pardonner, mais qu'il ne faut jamais oublier. Voilà pour cette visite de l'île de Gorée et de la maison des esclaves, un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière. Et je vous rappelle quand même que l'ONU, en 1978, a reconnu officiellement ce lieu comme un lieu de mémoire de cette tragédie, l'esclavagisme dont Julien Pin, qu'on retrouve maintenant, Ben Barnier, lui a laissé sa place, l'esclavagisme dont tu as parlé avec un chercheur, Julien. C'est ça, j'en ai parlé avec Tidiane Ndiaye, qui est un chercheur qui fait des recherches sur un aspect peu connu de l'esclavage. On sait que l'esclavage, ça remonte à des temps très anciens. La Rome antique, la Grèce antique, probablement encore plus loin. Ce qu'on sait moins, c'est que dans le monde arabe-musulman, ça a existé aussi, et pendant très longtemps. Et c'est de ça que voulait nous parler Tidiane Ndiaye. Il n'y a pas de degré dans l'horreur, ni de monopole de la souffrance ou de la cruauté. Mais on peut avancer sans risque de se tromper que la traite transaérienne et orientale a été beaucoup plus dévastatrice pour les populations africaines que la traite transatlantique. Pour la traite transatlantique, cela concerne une période de 4 siècles. Mais pour la traite transaérienne et orientale, c'est 13 siècles, plus de 13 siècles, sans interruption, que les Arabes ont rasé le continent noir. Aussi une précision assez importante. Quand je dis arabo-musulman, cela ne veut pas dire que j'essaie de réduire des peuples à leur religion ou à leur culture. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui avec des marchés d'esclaves africains, c'est tout simplement une sorte de continuité dans le traitement que les arabo-musulmans réservaient aux Africains. Puisqu'aujourd'hui, encore de nos jours, on estime à 45 millions le nombre d'individus qui sont encore asservis. Les étudiants africains qui vivent au Maghreb sont traités d'une façon souvent assez ignoble. À force de taire un crime, il risque de se répéter exactement comme disait Elie Wiesel, qui ignore son passé s'expose à ce qu'il recommence. D'où la nécessité d'un travail de mémoire pour que les horreurs du passé ne tombent jamais dans l'oubli. Alors attention, il ne s'agit pas de hiérarchiser l'horreur. L'Europe a connu un crime contre l'humanité avec l'esclavagisme, évidemment. Mais ce devoir de mémoire, ce que nous dit Tidiane Ndiaye, c'est que tout le monde doit le faire. Voilà. Et ce lien, évidemment, entre la France et le Sénégal, il ne s'arrête pas à l'esclavage. On a une longue histoire commune de colonisation.